Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2 dans cette émission Le Grand Forum jusqu'à 18h30 avec notre invité Monsieur François Asselineau, président du mouvement qui s'appelle l'UPR. François Asselineau, bonjour, bienvenue dans le studio. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur Asselineau ? Je vais bien, merci. Depuis qu'on s'est vu, y a de quoi dire, de quoi faire, de quoi analyser, d'autant plus qu'on rentre dans une période importante dans notre pays qu'est la France, une période électorale, présidentielle, législative, avant même les primaires. D'abord, en un mot, vous qui êtes venu à plusieurs reprises dans cette émission, on arrive en fin de mandat de François Hollande. Est-ce que vous êtes, et vous partagez, la majorité des Français, un homme déçu aujourd'hui ? Déçu, non, je ne suis pas déçu, je suis plutôt confirmé dans les analyses que je faisais. Ce qui est certain, c'est que François Hollande est vraiment, je pense, restera dans les livres d'histoire comme l'un des pires chefs d'État qu'ait connu la France. Il y en a eu d'autres, mais celui-là est quand même particulièrement gratiné. C'est même à se demander d'ailleurs ça n'est pas sur commande qu'il s'aborde de sa propre candidature au profit de la mise en orbite de Manuel Valls, par exemple, puisqu'il semble que l'oligarchie a décidé de mettre Manuel Valls à la place. Alors a priori, Manuel Valls ira que si François Hollande n'y va pas. Ça semble en tout cas se confirmer. Alors pour ce qui est des plus grosses erreurs de François Hollande selon vous, monsieur Asselineau, en matière d'économie, en matière d'affaires européennes, d'affaires étrangères? Je veux dire, tout n'est qu'erreur. Depuis le début, c'est un homme qui s'est fait élire sur des mensonges, qui s'est fait élire en disant... En fait, comme Sarkozy, ce sont nous élisons des chefs d'État qui n'ont plus de pouvoir. Donc, tant qu'un chef d'État n'aura pas dit « Je suis désolé, mais je n'ai plus de pouvoir. La seule possibilité que j'ai d'obéir à ce que vous voulez, vous, puisque c'est vous le souverain, c'est vous le peuple. La seule possibilité que j'ai de mettre en œuvre la politique que vous avez souhaitée, c'est de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. C'est ce que je ne cesse de dire depuis bientôt 10 ans, ce qui fait d'ailleurs que maintenant de plus en plus de gens s'en rendent compte et ce qui fait que notre mouvement, l'UPR, est en croissance verticale. Et on en est où justement ? Là, on a dépassé les 12 640 adhérents. On a fait hier un live sur Facebook qui a été c'était la première fois qu'il y a eu beaucoup de succès avec des dizaines de milliers de connexions. Et par ailleurs, nous avons la collecte des parrainages se passe bien. Je pense que vous alliez me poser la question. Je n'ai pas encore les 500 parrainages, mais je pense que si nous continuons à nous mobiliser pour les obtenir, je pense qu'on va finir par les obtenir. Auquel cas, donc ça veut dire que pour répondre à ma question, vous êtes candidat à l'élection présidentielle ? Je n'ai jamais caché que j'étais candidat, mais je ferai l'annonce de façon vraiment formelle et officielle lorsque j'aurai la conviction et la certitude d'avoir les parrainages nécessaires. Vous savez, je fais les choses par étapes. Voilà, je fais les choses par étapes parce que je suis quelqu'un de sérieux. J'aime que les gens aient confiance en moi. Je ne m'aventure jamais à dire des choses dont je ne suis pas Donc sûr. ça veut dire aujourd'hui, monsieur Asselineau, que vous allez annoncer votre candidature une fois que vous aurez les 500 signatures, les 500 parrainages. Oui, je laisse un petit peu pour l'instant le suspense, parce que de toute façon, nous ne les avons pas encore, et c'est pour ça que je fais toujours un appel à toutes les bonnes volontés, les gens qui connaissent dans leur entourage immédiat, notamment un maire ou un détenteur de signature, qu'ils se fassent connaître à nous et qu'on leur donne la marche à suivre. Mais honnêtement, je pense que j'ai vraiment de sérieuses chances d'avoir ces 500 parrainages. Et j'ajouterais 2 choses. La première, c'est que des remontées de ce qui vient du terrain, il semble que les Français risquent d'avoir en 2017 la même distribution, comme on dit dans les films, qu'en 2012. C'est-à-dire on aura à peu près les mêmes qu'en 2012. Il n'y aura probablement pas de tête nouvelle, si ce n'est la mienne, si je parviens à avoir les parrainages. La deuxième chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est la conversation à laquelle j'ai participé à la fin de l'émission précédente, sur ce qui se passe aux États-Unis. Ce qui se passe aux États-Unis, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Sofiane tout à l'heure. Moi, je pense que M. Trump a de sérieuses chances d'être élu. Il suffit d'ailleurs de regarder ce qui se passe depuis des mois. Nous avons des contacts aux États-Unis. Lorsque Donald Trump va dans des réunions publiques, il y a des milliers de personnes qui sont là à l'acclamer. Madame Clinton, elle a été obligée d'annuler les siennes parce qu'il y avait 30 à 40 personnes qui étaient à ces réunions. En fait, ce qui est en train de se passer, je crois, c'est dans l'ensemble du monde, en particulier du monde occidental, les peuples sont en train de se
se réveiller et de se saisir des élections, parce que maintenant ils ont à leur disposition des moyens nouveaux de communication. Ils ont les radios comme la vôtre, par exemple sur la bande FM, ou les télés web, mais ils ont aussi Internet, ils ont Facebook, et d'un seul coup, les gens découvrent l'Amérique, si j'ose dire, en faisant un mauvais jeu de mots ou un bon jeu de mots, c'est-à-dire que les gens reprennent le pouvoir. On l'a vu, par exemple, regardez comment Modi en Inde, à la tête du Bharatiya Janata Party, a été élu. C'était un homme qui était boycotté par tous les médias. Eh bien, il a été élu Premier ministre de l'Inde. Regardez ce qui s'est passé avec le Brexit, où tout ce qui était chic appelait à voter pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. C'est le Brexit qui l'a emporté. Et regardez ce qui se passe aux États-Unis, où alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait l'autre interlocuteur, Ousmane. Je pense qu'il y a une réelle différence entre Trump et surtout Clinton. la politique étrangère. Surtout en politique étrangère, mais même aussi en matière de politique intérieure. Je ne suis pas un fanatique de Trump. Il dit des choses qui sont parfois assez scandaleuses. Il a tenu des propos très islamophobes, très misogynes, très ci et très ça. Mais il ne faut pas s'arrêter non plus à ça. C'est quelqu'un qui représente en fait la rébellion du peuple, disons de la classe moyenne, contre l'élite, l'oligarchie, qui a décidé de faire un trait sur en fait les peuples et les nations. Et donc il y a chez lui une volonté d'aller nettoyer les écuries d'Augias, comme il le dit. Et il a un argument essentiel pour ça, c'est qu'il n'a besoin de l'argent de personne pour le faire. Ouais. Il a l'argent nécessaire. Voilà. Alors moi je pense que si qu'il a obtenu d'ailleurs dans les pays arabes. Hein. C'est fait fortune dans les pays arabes. Encore une fois, moi j'ai regardé sa réunion publique. Là, j'ai vu ça sur Internet, qu'il a tenu il y a 3 jours dans le Maine, dans l'État du Maine, l'État le plus au nord-est des États-Unis. Il dit qu'il faut réarmer l'Amérique. Enfin, je veux dire, c'est pas Blanche-Neige, Donald Trump. Mais il dit des choses qui sont quand même tout à fait passionnantes. Il dit, par exemple, d'abord, il a été pour le Brexit, ce qui veut dire qu'il ne soutient pas la politique de domination géostratégique de l'Europe par l'intermédiaire de l'Union européenne. Il a dit noir sur blanc, enfin, il l'a écrit. Il a dit que Obama et Clinton étaient à l'origine de Daesh et de l'État islamique, que c'était eux qui l'avaient créé. Il a dit qu'il allait rapatrier les soldats au Moyen-Orient. Il a dit que c'était des guerres désastreuses. Il a dit également qu'avec la Russie, il voulait revenir à un dialogue. Parce que si les Américains votent pour Mme Clinton, c'est no-fly zone. Ils votent pour une demi-folle qui est totalement dans la main de l'oligarchie, notamment du complexe militaro-industriel. Ça peut se terminer très très mal. Donc et c'est quand même un petit peu le bon sens qui revient, me semble-t-il. Encore une fois, je ne le valorise pas parce qu'il tient des propos à l'emporte-pièce. Au-delà de ses propos, monsieur Asselineau, moi je pense, au-delà, non seulement ses propos en disent long, non pas sur sa personne, mais sur ce qu'il entend faire. Mais je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'il y a un réveil des peuples contre l'oligarchie. Il y a plusieurs formes de réveil et plusieurs formes d'élite aussi. Le tout contre l'élitisme est aussi peut amener à certaines impasses. Mais au-delà de cela, c'est d'abord et avant tout le recroquevillement d'une certaine catégorie de la population américaine blanche, d'abord, qui se sent envahie, qui se sent en tout cas en crainte de disparition, voire de colonisation à l'envers, et c'est ce qui ressemble aussi dans une partie de la population européenne, où il y a des relents de populisme de droite, parce qu'il peut y avoir du populisme de gauche aussi, mais de relents de populisme de droite, où la lutte contre les méfaits de l'Union européenne ne se traduit pas par une politique beaucoup plus humaniste, mais par un recroquevillement, un appel à un retour en arrière, aux valeurs anciennes, à ce qui faisait notre force, au rejet de l'autre, à la réduction. Du coup, on est entre la réduction sur le plan financier, la volonté de servir de laquais aux forces internationales financières d'une part, et à cela répond une forme de volonté de balkanisation, de recroquevillement et de rejet de l'autre. Ça, donc on est dans ces deux... Non, justement, il n'y a pas que ça chez Trump, mais il y a surtout ça. Non, mais c'est l'alternative qui est présentée par l'oligarchie. Pourquoi est-ce que vous croyez que Mme Le Pen est constamment dans les médias français? Pourquoi est-ce qu'elle a été reçue en grande... Depuis quelque temps, elle est un petit peu moins, mais... c'est parce qu'elle n'en a pas envie. Oui, c'est parce qu'elle se réserve pour la suite. Pourquoi elle a été reçue en grande pompe par le magazine Time à New York, etc. Pourquoi, dans tous les pays d'Europe,
les grands médias qui sont tenus par l'oligarchie, à la fois font la campagne de Mme Clinton. C'est effarant de voir, par exemple, Ah oui, mais tout le monde est derrière Clinton. la campagne, alors que c'est quand même... Je tiens à préciser quand même quelque chose, c'est que Mme Clinton, c'est quand même la mafia. Et c'est pas une formule. Non, mais de toute façon, c'est pour ça qu'elle est mal aimée aux États-Unis. Non, mais c'est pas mal aimé. Nous avons affaire, parce que tout à l'heure, Sofiane citait la rouverture du dossier par James Comey et de l'FBI. S'il a réouvert ce dossier, c'est à mon avis parce qu'il a chaud aux fesses, parce que les sondages, les vrais, montrent que Trump a de bonnes chances de gagner. Donc James Comey, qui avait enterré le dossier au mois de juillet, si maintenant il se rend compte que le prochain président de la République, c'est Donald Trump, il peut terminer carrément au trou et en prison. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, il a eu peur pour ses propres abattis et qu'il a rouvert le truc. Parce qu'il a rouvert le dossier de Mme Clinton sur l'incrimination de la loi RICO de 1970. RICO, c'est Racketed, Influence Corrupt Organization, c'est-à-dire une loi qui vise les organisations criminelles qui agissent par l'intimidation et la corruption. C'est le crime organisé. Donc, d'ailleurs, Mme Clinton a de sérieuses chances d'aller en prison si M. Clinton... Alors, cette oligarchie mafieuse et criminelle qui a pris le pouvoir a également mis la main sur les grands médias en Occident, et ces grands médias ont intérêt à faire croire à la fausse problématique que vous avez évoquée, à faire croire que si l'on n'est pas pour la destruction de tous les acquis sociaux, si on n'est pas pour l'abolition des frontières, ce serait à ce moment-là qu'on serait favorable aux chambres à gaz ou à quelque chose. Or cette problématique-là, elle est fausse. C'est exactement ce qui est en train d'ailleurs de présenter le Brexit avec Mme May. Vous avez vu d'ailleurs au passage aujourd'hui même, on a appris que la haute cour de Londres a décidé que c'est le Parlement qui devrait autoriser Mme May à proclamer l'article 50 pour sortir de l'Union européenne, ce qui est un coup de Trafalgar. Ça peut être réglé de plusieurs façons, parce que maintenant le gouvernement s'est porté devant la Cour suprême britannique, parce que vous savez qu'au Royaume-Uni, actuellement, le Parlement est majoritairement défavorable au Brexit. Donc ça va être la Cour suprême britannique qui devra trancher début décembre pour savoir si le référendum prévaut sur la position du Parlement. Si d'aventure la Cour suprême confirmait que c'est le Parlement qui doit valider le vote du peuple, ce serait absolument ahurissant, mais je pense que Mme May à ce moment-là sortirait un joker qu'elle a eu d'ailleurs tort de ne pas sortir auparavant, c'est la dissolution de la Chambre des communes et faire appel au peuple pour trancher le débat. Mais on voit bien derrière cette affaire britannique que l'oligarchie n'a pas dit de son dernier mot et qu'elle tend à revenir. Elle veut revenir sur la décision souveraine des peuples. Moi, j'entends ce que vous dites, mais je ne vous mets pas. Je comprends que vous y ait une nuance dans. C'est pour ça que je disais qu'il y a différentes formes. Déjà, de souverainisme et de populisme. Celle qui est présentée, c'est qu'on nous met en demeure de choisir entre les ténèbres et la nuit. Et tout le problème est là. Et qu'il y a peut-être des personnes qui ont des bougies allumées. Mais sauf que voilà. Mais pour revenir à ce qui se passe en France ou dans les différents pays occidentaux, ce qui est en train de se passer, c'est une lutte contre l'oligarchie, mais une résistance qui tourne à droite, à l'extrême droite. C'est ce que je pointe. Peut-être qu'il faudrait une alternative qui permette à donner une porte de sortie. Ah ben écoutez, intervenez, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle... mais c'est pour ça que je vous tends le micro. C'est la raison pour laquelle on me tend une alternative qui permette de sortir par le haut. Mais sinon, on peut sortir par le bas. Pourquoi est-ce que vous... Écoutez, l'UPR, notre mouvement, on a un site internet, upr.fr. Depuis maintenant plusieurs semaines, il est devenu le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Sans pub, sans attestation, dans les grands médias. On a fait 1% des voix, 0,9%. On a fait 190 000 électeurs aux dernières élections régionales. Je pense que si je suis candidat, je pèse mes mots, je pense que je vais faire la surprise des élections de 2017. Ça sera moi, la surprise. Mais encore faut-il que je sois candidat. Or, tous les grands médias refusent de me donner la parole. C'est quand même hallucinant. Et on a saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, qui vous a répondu, qui nous a encore une fois répondu de façon dilatoire, du style c'est très intéressant ce que vous dites, on va réfléchir. Bon, mais qui est le président du CSA? C'est M. Schramek. M. Schramek est l'ancien directeur de cabinet de Jospin. Est-ce que vous imaginez ce que l'on dirait si, par exemple, en Russie, l'organisme chargé de l'égalité d'accès des forces politiques aux grands médias russes était un proche de Poutine? On en ferait des gorges chaudes.
C'est pourtant exactement la situation qui se passe en France. Et si l'on veut attaquer les décisions du CSA, il faut se porter devant le Conseil d'État. Mais monsieur Schrammeck est membre du Conseil d'État. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. C'est absolument hallucinant la situation dans laquelle, c'est une honte, la situation dans laquelle se trouve la France. Alors on va continuer ensemble cet entretien, François Asselineau. On a un peu parlé de tous les sujets. J'avais prévu quand même qu'on parle un peu de l'actualité française avant d'en venir à l'Europe et ensuite à quelques dossiers chauds de l'actualité internationale. Donc les États-Unis, c'est bon, on en a parlé, on a compris en tout cas votre vision. En quoi, et c'est ma question que je vais vous poser et à laquelle vous allez répondre juste après la pause, en quoi la candidature de François Asselineau ou l'éventuelle candidature à l'élection présidentielle apportera de neuf, de novateur dans cette vie politique française? On attend votre réponse dans un instant, à tout de suite. Je vous posais la question avant la pause, François Asselineau, en quoi votre candidature éventuelle à l'élection présidentielle, en quoi votre mouvement, votre voix portera une nouveauté dans la vie politique française? Quand je dis nouveauté, c'est changer de tout ce à quoi on a le droit depuis de nombreuses années maintenant, si on remonte quelques années en arrière. Eh bien, si je suis candidat, d'abord, ça sera une immense surprise pour l'oligarchie. Parce qu'actuellement, pourquoi je ne passe pas dans les très grands médias? Parce qu'ils pensent qu'en m'empêchant d'être connu sur toutes les télés, toutes les radios, je ne pourrai pas avoir les parrainages. On rira bien qui rira le dernier. Deuxièmement, si j'ai les parrainages, si je suis candidat, je serai le seul candidat, très probablement, à avoir eu ces parrainages contre justement la domination des grands médias. Voilà, on parlait tout à l'heure de Trump. Trump disait qu'il a 93% des médias contre lui. Moi, j'en ai 100%. Des grands médias, pas des petits médias ou des médias régionaux. Heureusement, maintenant, des journaux locaux me donnent la parole. Mais les grands médias, j'ai 100% contre moi. Et donc, la première chose, c'est que c'est le peuple français qui imposera un candidat, par l'intermédiaire de ses représentants, qui imposera un candidat dans l'élection. Il y a une raison pour laquelle je ne suis pas... on ne me rend pas public dans les grands médias. Quelle est cette raison? Je suis le seul à ne pas avoir fait une alliance faustienne, comme je dis, avec le diable. C'est-à-dire que je suis le seul qui considère que nous devons faire prévaloir la démocratie. Démo, ça veut dire le peuple, le pouvoir du peuple. Je suis le seul qui prenne, qui fait un programme, qui réfléchisse en permanence à ce que veut, ce que je crois, ce que je pense, à ce que veut le peuple français. Moi, je ne suis pas en Goldman Sachsocratie. Voilà. Tous les autres candidats, de Madame Le Pen jusqu'à l'extrême gauche, ils refusent de dire qu'il faut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, parce qu'ils savent que si jamais ils disaient ça, il leur arriverait le même sort qu'à moi. Donc, ils considèrent que leur patron, ça n'est pas le peuple français. Ils considèrent que leur patron, ce sont les 10 milliardaires qui tiennent les grands médias. Voilà. Ils ont donc tous fait cet accord. Et l'histoire britannique dont je parlais tout à l'heure doit prêter à réflexion. Ça, c'est très important. Il y a des gens qui disent, mais on va avancer masqué, puis après ça, on verra bien. Madame Le Pen, elle dit, voilà, je vais renégocier les traités, puis éventuellement, après, je ferai peut-être un référendum, ici et ça. Il faut bien comprendre que si un chef d'État ne se fait pas élire d'emblée sur un programme d'une extrême clarté, sur le programme avec le soutien de plus de 50% des Français pour sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, tout autre responsable politique qui aura été élu n'aura pas la légitimité pour s'opposer à l'oligarchie. Voilà. Je suis le candidat contre l'oligarchie. Je suis le candidat qui veut rendre à la France sa liberté et sa souveraineté. Alors maintenant, on va voir moi, je suis le candidat du Frexit, le triple Frexit. On va voir maintenant ce que va faire le peuple français. Excusez-moi, monsieur Asselineau, quand on entend un peu le programme du Front National, vous disiez qu'il parlait plus de l'article 50 de sortie de l'Union européenne. Maintenant, on entend de plus en plus monsieur Philippot, qui est l'homme le plus médiatisé des hommes politiques français, parle de cet article 50 pour sortir. Oui, M. Philippot parle de cet article, mais Mme Marion Maréchal Le Pen dit qu'il faut rester dans l'euro, et puis M. Louis Alliot est pour une autre Europe, et puis le Gilbert Collard, il est pour encore autre chose, et puis Mme Le Pen, en fait, c'est la cour, c'est l'auberge espagnole, le Front National, ils font ça exprès. Ils font ça pour semer le trouble, pour que les gens n'y comprennent rien. Mais comme je vous l'ai dit, Madame Le Pen, dans son programme, regardez ce qu'il y avait sur sa profession de foi en 2012, elle n'évoquait même pas la question de l'Union européenne, ni de la sortie de l'euro. Donc, quelqu'un qui serait élu sur des ambiguïtés
n'aurait pas la force politique de mener la sortie de l'Union européenne. Monsieur Asselineau, est-ce que vous pensez que la question numéro 1 au niveau de la population française aujourd'hui, est-ce que c'est une question économique ou une question sociale? Parce qu'on essaye de mettre le social, comme disait Buisson. Voilà, Monsieur Buisson parlait qu'on n'avait plus les hommes politiques, vu que tous les pouvoirs sont en Union européenne, il n'y a plus de réponse économique. Et aujourd'hui, il n'y a que des questions sociales. Et on voit au niveau de tous les débats des primaires ou autres, on parle surtout de l'identité, de l'immigration, de l'islam en France, de l'islam de France. On voit qu'il y a une fixation. Est-ce qu'on peut avoir votre avis sur déjà ce climat et vos propositions concernant cette question sociale? Moi, je pense, je l'ai dit, je l'ai redit. Par exemple, l'été dernier, sur l'affaire du Burkini, moi, je n'ai pas pris du tout la parole parce que j'ai considéré que c'était un débat qui avait été lancé sciemment pour semer la zizanie entre les Français et pour faire ce qu'on appelle, au sens fort du terme, une distraction, c'est-à-dire distraere en latin, c'est-à-dire faire sortir du vrai... Le vrai débat... En France, c'est que les Français ne sont plus maîtres chez eux parce que leur pouvoir a été pris par la Commission européenne à Bruxelles, la Banque centrale européenne à Francfort et l'OTAN depuis Washington. Et pour camoufler ce vol, eh bien, en permanence, on ne cesse que de chercher un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, eh bien, il est tout trouvé, c'est les musulmans. Et on les présente l'affaire des migrants, enfin ce qu'on appelle les migrants qui ne sont jamais que des réfugiés de guerre d'ailleurs. On s'attaque aux conséquences. Alors c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas satisfaits, d'ailleurs on peut les comprendre, de voir débouler, si vous voulez, des quantités de pauvres gens déboulant venant de Syrie, venant d'Afrique, etc. Surtout voulant partir en Angleterre et on les empêche voilà, de partir. Alors c'est vrai que les gens ne sont pas satisfaits. D'ailleurs, dans aucun pays du monde, les gens ne seraient satisfaits d'une pareille situation, soit dit en passant. Mais pourquoi? Qui est derrière ceci? Nous sommes le seul mouvement politique qui, avant de taper sur les conséquences, on recherche les causes. Quelles sont les causes? Qui a déstabilisé les pays du Moyen-Orient? Qui a déstabilisé la Syrie? On retombe sur la mafia dont je parlais tout à l'heure, l'organisation criminelle de Clinton et compagnie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous, on dit ces questions sociales. Écoutez, chez nous à l'UPR, on a des Français de tous les horizons qui viennent, et notamment on a beaucoup de Français justement d'origine maghrébine. D'après je n'ai pas fait de statistiques, ça serait d'ailleurs illégal, mais d'après les noms et les prénoms, on a à peu près 12 à 15% de nos adhérents qui sont des Français d'origine maghrébine, ce dont je me réjouis. Et tous les Français, on a également d'ailleurs des Français d'origine, ce qui est très très rare, d'origine asiatique. C'est très rare parce qu'en général, nouveau placé alors. Ils ne font jamais de politique. On attire des gens de tous les horizons parce que les gens se retrouvent dans ce discours qui est un discours républicain, qui est un discours qui consiste à dire, avant de nous taper dessus, voyons déjà ce que nous avons le plus grand dénominateur commun entre nous tous, c'est notre liberté et notre souveraineté, notre indépendance nationale. Nous refusons d'ailleurs le terme de souverainiste parce que ça a un côté ridicule. D'ailleurs, on ne dit pas un parti est libertiste parce qu'il serait pour la liberté. Non, nous sommes un mouvement. Est-ce que vous imaginez qu'on ait dit par exemple que le FLN en Algérie était un mouvement souverainiste? Non. Ou que le Viet Cong est un mouvement souverainiste. Non, c'était des mouvements de libération nationale. Et la situation, l'histoire, elle est assez curieuse. Elle est pleine de ruses, l'histoire. La France est en train de se retrouver dans la situation qu'elle a infligée elle-même, il y a plusieurs décennies ou siècles, lorsqu'elle a colonisé des autres États. Mais maintenant, c'est la France qui est victime de ce même phénomène. Elle est colonisée par une puissance qui ne dit pas son nom, qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Et nous avons donc nécessité de bâtir un mouvement de libération nationale. Si vous permettez, M. Asselineau, je vous remercie pour la clarté de votre propos et j'ai voulu vous écouter jusqu'au bout. Ce que je remarque dans votre propos, c'est que vous indiquez ce contre quoi vous luttez et au fond, vous dites qu'il faut libérer la France. C'est déjà pas mal. C'est très bien. Mais il n'y a de liberté que lorsqu'on sait ce que l'on veut faire de cette liberté. Et donc, quelle proposition, et non pas seulement, réaction, quelle proposition faites-vous pour non seulement aider la France à sortir de la crise dans laquelle elle se trouve et qui effectivement réduit ses capacités d'agir,
d'une part, et ce vers quoi vous voulez diriger ces capacités d'agir. Alors votre question est légitime. Je me ferai quand même, je me permettrai de faire un petit parallèle qui vaut ce qu'il vaut, mais imaginez quelqu'un qui serait allé voir Charles de Gaulle le 19 juin 40 en disant, mon général, j'ai écouté ce que vous avez dit hier, votre appel à poursuivre le combat à libérer la France des Allemands, mais ça c'est gentil, mais quel est votre programme par ailleurs? De Gaulle aurait dit, écoutez, chaque chose en son temps. Hein. Déjà, si vous voulez, le programme que nous avons qui consiste à faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, ça n'est pas de la gnognotte. C'est quelque chose d'absolument fondamental. Non, mais ça n'a pas empêché le général de Gaulle et le Conseil national de la Résistance de penser pendant la guerre quand même l'après-guerre. Vous avez raison. Ils l'ont fait en 43-44 et nous l'avons présenté en 2011. Donc je ne botte pas en touche. J'ai présenté un programme le 6 décembre 2011 qui est toujours valable d'ailleurs. C'est d'ailleurs le seul programme. C'est d'ailleurs le seul programme. On en avait parlé ici. Qui soit toujours valable 5 ans après. C'est l'occasion. Alors je vais le représenter. Soyons honnêtes, je vais préciser un certain nombre de points, parce qu'il y avait certains passages, par exemple, sur la santé, sur l'éducation, qui méritent d'être sans doute un petit peu approfondis. Mais allez voir ce programme, et il y a des gens qui disent, mais c'est un programme d'ultra-gauche. Alors que moi, je viens plutôt de la droite, j'étais dans les cabinets sous Chirac, sous Juppé et Balladur. Bon, c'est pas un programme d'ultra-gauche, c'est un programme qui revient aux fondamentaux de ce qu'a fait le bonheur du peuple français dans les 30 Glorieuses. La France est un pays de modération. Nous ne voulons pas, ça ne marcherait pas en France, une société complètement collectiviste. Mais une société ultralibérale à l'américaine, ça ne peut pas marcher non plus. Parce que les Français, nous sommes un peuple, comme dirait Emmanuel Todd, du point de vue anthropologique, nous sommes un peuple égalitariste. Et puis on est un vieux peuple chrétien. Et donc il y a tous les idéaux qui remontent au Moyen-Âge avec une égalité entre les... Moi j'ai parcouru la France depuis 10 ans. Bientôt, j'ai jamais vu de Français qui me disent, moi ce que je veux c'est la privatisation de la Poste. Et moi j'ai vu toujours des Français qui sont d'accord, qu'ils soient de droite, du centre, de gauche, tous les Français sont d'accord sur le fait que quelles que soient nos origines, notre religion, notre ethnie, notre catégorie sociale, ils estiment tous les Français que au grand moment de la vie, c'est-à-dire la naissance, l'éducation, la justice, la maladie, la mort, on doit être traité de façon égale. Voilà. Une société à l'américaine où vous avez des millions de laissés pour compte qui n'ont pas accès aux soins ou qui ont une justice qui est absolument scandaleuse, parce que aux États-Unis on achète la justice en fait. Ça c'est une société que rejette très profondément le corps social français. Alors Monsieur Asselineau, aussi quelques précisions à apporter, parce que c'est vrai que dans les grands médias et quand on invite des hommes politiques pour s'exprimer sur les différents problèmes que rencontre la France, vous avez remarqué qu'on aborde toujours les mêmes sujets. Et ça sera le cas d'ailleurs encore ce soir, sécurité, problèmes identitaires, etc., etc. Moi, là où j'ai envie de vous entendre, parce que là où aucun n'a réussi finalement, c'est le problème du chômage. Quel est votre plan Marshall, j'ai envie de dire, pour essayer d'éradiquer, ou en tout cas de diminuer de façon considérable le chômage en France, et qu'on retrouve ce pays de ce plein emploi et de ces jeunes qui puissent accéder, ayant fait des études ou non d'ailleurs, à un emploi, ce qui pourrait être quand même la base pour tout être humain, enfin tout individu, j'allais dire en France, qui cherche du travail, qui a envie de travailler. Alors, c'est effectivement une bonne question. Ce qu'il faut savoir, et là je mets les pieds dans le plat, mais enfin c'est ma nature. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'oligarchie qui tire les ficelles, qui tient en fait les pays occidentaux, le chômage c'est bien. C'est pas mal, c'est bien. Parce qu'elle considère, ça a été théorisé avec un truc qui s'appelle le NAIRU, N-A-I-R-U, c'est un terme anglo-saxon, qui c'est Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, ça veut dire le taux de chômage qui permet de ne pas avoir d'inflation. Parce que pour les gens qui nous gouvernent, c'est une rupture conceptuelle fondamentale par rapport à ce qu'il y avait dans les années 50-60 du XXe siècle. Dans les années 50-60, les dirigeants cherchaient honnêtement la baisse du chômage, jusque à parvenir, si possible, au plein emploi. Et on s'est aperçu que lorsqu'il y avait du plein emploi, ça favorisait bien entendu les revendications salariales, et ça favorisait évidemment, on grignotait la part dévolue à la rémunération du capital par rapport au travail. Voilà. Donc il y a une révolution conceptuelle fondamentale qui a consisté à dire on va favoriser au contraire le chômage, on va d'ailleurs favoriser aussi l'immigration. Regardez ce qui se passe par exemple en Allemagne, Madame Merkel, elle se met à dos toute sa population, mais
a en revanche le patronat qui est tout à fait favorable à ce qu'on voit arriver des gens qui vont être sous-payés parce que ça va peser sur les salaires de tout le monde. Et donc tout ceci, c'est en fait une lutte qui est entre les détenteurs de capitaux et puis le monde du travail qui se cache derrière. Votre proposition, donc, M. Asselineau. Alors, nous, la proposition, premièrement, on sort de l'Union européenne. Ça veut dire que et de l'euro. Ça veut dire que l'euro, à la place, on récupère le franc perdra, mettons, 10%. Est-ce que c'est possible concrètement aujourd'hui ? Bien sûr, évidemment. Écoutez, vous avez des quantités de prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz qui dit, ou Paul Krugman qui dit que ceux qui s'en sortiront le mieux sont ceux qui sortiront les premiers de l'euro. Et même rappeler que la Grande-Bretagne était dans l'Union européenne, mais avec sa monnaie, la livre sterling. Alors elle avait sa monnaie, la livre sterling, mais là, un peu spécifique, la Grande-Bretagne. Oui, écoutez, comment vous voulez demander à la France, qui est un des fondateurs de l'Europe, de quitter l'Europe ? Ah ben ça, mais qu'est-ce que c'est que ça veut dire ça non, je pose la question, nous, il y a un article qui est l'article 50 du traité de l'Union européenne qui permet de sortir. Il n'est pas précisé que c'est réservé uniquement à ceux qui sont entrés les derniers. Ce qu'il essaye de dire, c'est que au niveau de... J'observe qu'on ne m'a pas laissé terminer mon propos. Mais en tout cas, ce qu'il essaye de dire, c'est que il ne parle pas de la possibilité ou pas qu'un pays sorte. Il parle pour la France et son imaginaire, entre guillemets, au niveau de son limite, en tout cas, c'est un horizon indépassable. Mais non, mais justement, je voulais comment convaincre la France ? Justement, je voulais terminer par l'imaginaire, parce que... Et faire le lien entre la sortie de l'euro et le chômage. Alors, reprenons les choses. Oui. L'euro, si on sort de l'euro, on aura un franc. Le franc perdra peut-être, mettons, et ça serait souhaitable qu'il perde, mettons, 10% par rapport au cours pivot vis-à-vis du dollar. C'est exactement d'ailleurs ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Lorsque le Royaume-Uni a voté pour le Brexit, la livre sterling a perdu environ 10%. Qu'est-ce qui se passera ? Il se passera qu'il y aura un renchérissement des importations, notamment des hydrocarbures peut-être, mais enfin qu'on pourra atténuer, puisque vous savez que le coût de l'essence à la pompe, c'est énormément de fiscalité. Mais quand vous avez une baisse des importations, vous avez aussi une augmentation des exportations, puisque d'un seul coup, les produits français vaudront 10% moins cher. Quand vous exportez davantage, vous créez de l'emploi sur place. Parce que les exportations, c'est de l'emploi sur place. Les importations, c'est qu'on importe du travail. Donc la première chose, c'est que la baisse du franc permettra de créer de l'emploi. Et je ne suis pas le seul à le dire. Regardez les simulations qui ont été faites par des gens comme Jacques Sapir, par exemple, dans le cadre de la Fondation Respublica. Deuxièmement, sortant de l'Union européenne, nous rompons avec l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui prévoit la libre circulation des mouvements de capitaux. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, nous pourrons dire non à des délocalisations. On pourra dire oui si nécessaire, mais on pourra dire non. On va donc mettre enfin un coup d'arrêt à cette perte de substance qui est fondamentale, qui est le fait que la France perd pratiquement une usine. Là-dessus, je voudrais vous arrêter 2 secondes, parce que, histoire qu'on comprenne bien, comment voulez-vous empêcher un entrepreneur privé d'aller travailler à l'étranger et en ayant une main-d'œuvre beaucoup plus intéressante pour qu'il puisse faire de la marge? Comment vous pouvez l'empêcher de partir? En lui interdisant de transférer ses capitaux pour créer une usine à l'étranger. Vous savez, ça n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est ce qui existait en France. Avant déjà. C'est ce qui existait jusqu'en 1992 en France. Je rappelle que le plan Barre en 1976, je ne parle pas de l'homme de Néandertal, je parle de Raymond Barre, 1976. Oui. En 1976, le plan Barre, c'était, on n'avait pas le droit de sortir plus de 5 000 € de France quand on allait à l'étranger. Pour les touristes, alors vous imaginez qu'avec 5 000 €, vous ne pouviez pas construire une usine automobile à Shanghai. Bien. Je fais remarquer aussi que c'est exactement le système qui prévaut dans tous les grands pays du monde qui se développent à toute allure. Vous n'avez pas de libre circulation des mouvements de capitaux au Vietnam, en Thaïlande, en Inde, en Chine. Ça, c'est uniquement dans les pays de l'OCDE et notamment dans les pays de l'Union européenne. À partir du moment où on aura fait ça, on pourra, en tant que de besoin, interdire les délocalisations. On va reprendre, d'ailleurs, c'est nécessaire. Parce que les gens me disent, mais comment vous allez faire, vous vous rendez compte? Mais je dis, mais est-ce que vous vous rendez compte si on reste dans le système actuel? Si on reste dans le système actuel, dans 10 ans, il y aura pratiquement plus d'industrie en France. Ou alors peut-être, avec la robotisation qui arrivera, on aura peut-être quelques-unes avec des robots, mais qui ne créeront pas d'emploi. Mais quel type d'emploi alors attendez, je précise aussi. Avec la baisse de 10% tout à l'heure de la valeur de la monnaie, on aura également une bouffée d'oxygène formidable pour les services ou pour le tourisme. C'est pas moi qui l'invente. On a appris aujourd'hui même que le secteur des services au Royaume-Uni est en plein boom parce que la livre sterling ayant perdu 10%, les gens s'y précipitent, de même que le tourisme. Regardez, parlez. Aujourd'hui en France,
Je m'adresse ici aux cafetiers, aux restaurateurs, aux artisans textiles, tous les gens qui travaillent dans le secteur du tourisme, par exemple. Ils savent que là, c'est une bérésina. Parce que notre euro est trop cher, et en plus de ça, on est dirigé par des gens qui nous annoncent qu'on va avoir des attentats. Alors, les touristes étrangers ne viennent plus. Tout ça, ce sont des choses qui sont créatrices d'emplois. Je voudrais dire, et c'est là où je voulais terminer aussi, c'était sur l'imaginaire, pour reprendre l'expression assez heureuse, si je peux me permettre de porter un jugement, d'Ousmane. L'économie, ça n'est pas une science exacte. L'économie, c'est une science humaine. L'économie, ça parle des êtres humains. Et il y a un point qui est absolument fondamental, c'est la façon dont on se projette dans l'avenir. Si un peuple a confiance dans l'avenir, s'il a le sentiment qu'il élit des gens qui sont là pour servir ses intérêts, s'il a le sentiment que le président de la République qu'il a élu, il fait pourquoi il avait été élu, qu'il est là pour défendre l'intérêt des Français, parce que au niveau international, si le président de la République française ne défend pas les Français, personne ne va le faire à sa place. Donc si le peuple français il sent ça, s'il sent que d'un seul coup, on ne dépend plus de Goldman Sachs, de JP Morgan, de Pinault, de je ne sais pas qui, de Monsieur Drahi, de Monsieur machin chose qui tiennent les médias en France, mais que d'un seul coup, c'est le peuple français qui a repris les commandes, vous n'imaginez pas ce que ça va changer dans la mentalité collective du peuple français. C'est que d'un seul coup, les gens vont se dire ça y est, je reprends confiance en mon pays. Quand on a confiance dans l'avenir, c'est à ce moment-là que l'on investit. C'est à ce moment-là que l'on prend des décisions qui sont positives. C'est exactement comme si vous avez des enfants. Si vous avez un enfant qui, en permanence, vous le grondez, vous le critiquez, vous le méprisez, il va déprimer, il n'aura pas de bons résultats. Une bonne éducation, si vous avez un enfant, il a une bonne note, vous dites « mon chéri, c'est formidable, tu vois que tu peux y arriver, etc. » Eh bien, il va d'un seul coup entrer dans un cycle positif. Mais, pardon Christophe, juste moi quand j'entends M. Asselineau, on ne peut qu'adhérer. Et je pense que le système aujourd'hui, il est fait d'une telle manière qu'il est vraiment de plus en plus pervers. C'est que ce que propose M. Asselineau, il y a des éléments au niveau du Front National qui proposent et auxquels la population aujourd'hui adhère. Quand on entend le Frexit, il est brandé par certains au niveau du Front National. Aujourd'hui, quand on entend de la sortie de l'euro, ou de la sortie, vous le dites, oui, ils veulent pas, ou ils disent tout, n'importe quoi, mais sauf que la population aujourd'hui, dans sa grande majorité, elle est attirée par ce discours qui est vraiment pris par un parti qui ne va pas appliquer, comme vous le dites. Moi, j'ai un problème quand même. Il y a de tout, il y a de tout au Front National, parce qu'il y a aussi des gens, il y a beaucoup de gens. Le Frexit est parlant, le Frexit. En tout cas, nous, ça sera nous, c'est notre mouvement, nous, c'est le Frexit. J'ai déjà largement diffusé tout ceci. Monsieur Dupont-Aignan a dit il y a quelques jours qu'il était totalement contre le Frexit, qu'il ne voulait pas sortir de l'Union européenne, dont acte. Monsieur Mélenchon, qui avait dit il y a encore un mois qu'il fallait peut-être sortir des traités européens, ce qui est une formule d'ailleurs ambiguë, parce que sortir des traités européens, ce n'est pas la même chose que sortir de l'Union européenne. Voilà. Mais en fait, il ne veut pas sortir. Et puis Madame Le Pen, je renvoie les gens qui pensent comme ce que vous croyez, je les renvoie à ce passage de Madame Le Pen, c'était le 8 février dernier sur TF1 20h, où le journaliste, on l'a mis en ligne sur notre site internet, où le journaliste dit « Ah, ben alors Madame Le Pen, vous avez changé, maintenant vous ne proposez plus de sortir de l'Union européenne et de l'euro. » Et elle dit « Mais monsieur, je n'ai jamais proposé ça. » Alors le journaliste est un peu interloqué, il dit « Mais si !» Et elle dit « Non, non, monsieur, je n'ai jamais proposé. » En quoi Madame Le Pen, pour une fois, elle disait la vérité, elle avait raison. Effectivement, elle ne l'a jamais proposé. Jusqu'à il y a peu, vous disiez le préambule à toute action efficace, c'est de sortir immédiatement la France de l'euro. Vous avez changé d'avis en disant que vous organiseriez un référendum au bout de quelques mois. Où en êtes-vous? Allons-nous, si vous êtes président de la République, sortir in petto de l'euro? Il n'a jamais été question de cela, monsieur. Jamais. Jamais. J'insiste encore, si vous me le permettez. Deux choses. Parce que pourquoi on avance, monsieur Asselineau? Deux choses. Sur l'affaire du chômage, sortir de l'Union européenne, ça a aussi un autre avantage que je n'ai pas précisé et sur lequel je voudrais revenir, c'est qu'on va pouvoir lever des quantités d'obligations qui pèsent sur les artisans, les petits commerçants et toutes les PME qui n'exportent pas. Parce que on a ces réglementations qui nous tombent en pluie fine, tout le temps, mais qui sont d'origine européenne. Alors, pour les entreprises qui sont obligées d'exporter ou qui ont des marchés sur l'Union européenne, eh bien, elles conserveront ces réglementations, c'est ce qui leur permettra d'exporter. Mais en revanche, vous avez des quantités
comment dirais-je, de professions qui sont obligées d'appliquer des contraintes. Les gens ne peuvent plus vivre. Si vous avez des amis commerçants, artisans, etc., tout le monde sait qu'ils n'en peuvent plus des réglementations. Ouais. Ça sera un formidable appel justement pour un petit peu plus de créativité et embaucher plus facilement. Monsieur Asselineau, moi j'abonderai presque dans vos propos, si ce n'est que... Avec une nuance peut-être. Avec beaucoup de nuances même. Pourquoi je me permets de dire ça? Parce que payé par cela, oui, chèrement d'ailleurs, c'est grâce à eux que je suis au chômage. Combien vous êtes donné, Madame Clinton? Écoutez, demandez ça à la communauté d'agglomération qui a essayé de m'exploiter mon talent à des fins moins ambitieuses. Mais pour revenir à mon propos, vous semblez dire, en fait, votre diagnostic est bon. Votre lutte contre est bonne, mais le pour, je le trouve pas. Et vous semblez dire que le chômage, au fait, a eu lieu quand on est rentré dans l'Union européenne. Et qu'il suffirait, au fond, de revenir au franc pour que nous puissions avoir des marges. Or, le problème du chômage a lieu bien avant l'existence de l'euro. Non. Et qu'il y a un certain nombre, je finis juste, et qu'il y a un certain nombre de politiques publiques et de politiques économiques qu'il s'agit d'avoir, de réarmer à un moment donné la France au niveau de ses capacités de levée de fonds, qu'elle ne soit plus dépendante des marchés, qu'elle puisse à un moment donné avoir une politique offensive en termes de réindustrialisation, mais qui se préoccupe aussi de l'écologie. Et d'autre part, si effectivement l'Union européenne telle que nous la voyons aujourd'hui ne nous plaît pas, nous avons le choix effectivement de sortir, et c'est votre proposition, pourquoi pas, mais nous avons aussi le choix de considérer que, après tout, l'union entre ces pays-là, non pas sur le côté économique et religieux néolibéral que nous avons en ce moment, mais sur d'autres modèles, est possible. Et je ne vois pas pourquoi est-ce que la France, refusant, à travers votre voix, peut-être, refusant l'actuelle Union européenne, ne proposerait pas autre chose. Alors ça c'est un sujet... pas juste de sortir et dire bon, on en a marre, on sort. Alors faites-nous une réponse un peu plus courte que la question, parce que j'ai la pub en fait. Pardonnez-moi. Alors non, mais c'est très clair. Sortir de l'Union européenne, il y a deux possibilités. C'est soit on sort, soit on reste. Voilà. Les gens qui promettent, en fait, ce que vous dites, c'est pourquoi on ferait pas une autre Europe. Bon, ça c'est écoulé. C'est ce que Mélenchon d'ailleurs. Oui, mais ça fait. Écoutez, ça fait 60 ans que les gens proposent une autre Europe. Charles de Gaulle s'y est cassé les dents. Il y avait pourtant que l'Europe des 6. Charles de Gaulle n'a pas sorti la France. Oui, je sais, mais parce qu'il n'avait pas les moyens pour la sortir. Surtout parce qu'il a vu qu'il y avait un intérêt. Non. C'est parce qu'il avait. Non, il n'avait pas les moyens de le faire, puisque. Moi, je pense qu'il y avait un intérêt. Non, le 15 mai 62, il a dit dans une conférence de presse que c'était les Américains qui étaient derrière. Il n'a pas dit ça. Il a dit il y a un fédérateur extérieur qui n'est pas européen. Le soir même, il y a les 4 ministres MRP de son gouvernement qui ont claqué la porte. Il n'avait plus de majorité à l'Assemblée nationale. Oui. Et donc, pour avoir une majorité pour pouvoir gouverner, malheureusement, les communistes qui auraient dû faire alliance, à mon avis, avec les gaullistes, comme sous la Résistance, parce que c'était les deux grandes forces qui étaient patriotiques, eh bien, les communistes lui refusaient leur soutien. Donc, il était obligé d'avoir une coalition où il y avait les gaullistes, le parti gaulliste de l'Assemblée nationale, plus le MRP, c'est-à-dire les centristes. Et donc, il n'avait pas les moyens politiques de sortir de ça. En plus, c'était les tout débuts de l'Union, de la CEE. On n'était pas encore dans l'Union européenne. C'était encore le marché commun. Moi, ce que je vous dis, c'est que il y a un article, qui est l'article 48 du traité de l'Union européenne. Les traités se modifient à l'unanimité. Pour avoir une Europe à la Mélenchon, il faudrait donc avoir 28 Mélenchons dans les 28 pays. Vous imaginez? Non, moi, je ne suis pas pour Mélenchon. Je suis sur le fait que la France doit avoir un autre discours que on est contre. Mais c'est irréformable. Mais ça n'est pas réformable. On ne peut pas réformer. On peut sortir de l'Union européenne tout en restant dans l'Europe. Non, mais tu peux pas réformer toutes les... il ne s'agit pas de réformer l'Union européenne. Ousmane, je vous rassure, la France, une fois qu'on sera sorti de l'Union européenne, on va rester frontalier de l'Allemagne. Ça, il n'y a pas de... Non, mais je le signale. On va changer de planète. Voilà, on ne va pas changer de planète. On sera comme la Suisse. La Suisse, elle est frontalière de l'Allemagne et de la France. Attendez, j'ai pas répondu à la question. J'ai la pub, moi j'ai des impératifs. Je répondrai au chômage. Garde aux choses sa réponse. Je répondrai parce qu'il m'a dit que le chômage était... Je reprendrai le chômage, mais allons-y pour la pub. Alors, on y va pour la pub. Votre réponse sur le chômage rapidement. Et j'aimerais qu'on aborde 2 sujets avant. Il nous reste très peu de temps, donc on va essayer d'aller vite. D'accord ? À tout de suite. Je voudrais qu'on parle quand même de ce qui est important. On a parlé du chômage qui est très important pour tous les Français. Un autre sujet très important et que personne n'aborde, comment vous allez faire pour, refaire naître ce vivre ensemble qui a quelque peu disparu. À tout de suite. France
France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous dans cette émission Le Grand Forum avec notre invité aujourd'hui, monsieur François Asselineau. Il nous reste 5 minutes, on va essayer d'être bref. Alors votre réponse d'abord sur la question qui vous a été posée, puisque vous souhaitiez finir, et c'est tout à votre honneur d'ailleurs, sur le chômage. Problème important. Oui, non, parce que j'entendais l'énormité proférée par Ousmane qui disait qu'il y avait déjà beaucoup de chômage avant, que c'était pas l'Europe. Bien sûr qu'il y avait du chômage, je ne dis pas. Je n'ai jamais dit d'ailleurs que sortant de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, il n'y aura plus aucun problème en France. C'est ce que vous semblez dire. Non, mais évidemment. Vous avez répondu ça mais le problème du chômage. Attendez, mais le chômage en France a connu une accélération phénoménale à partir des années 90 avec la politique du franc fort. Pour arrimer le franc aux marques, on estime, tous les économistes, que ça nous a coûté au moins 1 million de chômeurs. Non, puisque vous disiez que l'Union européenne n'était pour rien dans le chômage. Et j'ajoute que vous avez vu c'est la politique monétaire qui a quelque chose que les statistiques qui viennent de sortir montrent qu'au niveau européen, dans l'Union européenne, maintenant, il y a 23,8% de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. On est d'accord sur le diagnostic. Et la pauvreté ne cesse de s'aggraver. Donc, je suis désolé, mais bien, je ne dis pas que si on sort de l'Union européenne, de l'euro, il y aura d'un seul coup plus de chômage. Je mentirais aux gens. Ce sera une bonne chose de fait. Mais on aura une décrue rapide du chômage qui d'ailleurs a été chiffrée par des gens comme Jacques Sapir, qui a fait tourner des modèles économétriques. On pourrait faire baisser d'au moins et assez rapidement, peut-être de 1 à 2 millions le nombre de chômeurs, excusez du peu. Ouais. C'est quand même fondamental. Alors, avec la même manière des statistiques actuelles, avec les mêmes chiffres. Oui, mais actuellement les statistiques par ailleurs sont totalement sceptique avec votre proposition, je vous le dis tout de suite. Oui, mais c'est pas évidemment suffisant. vous êtes payé par Madame Clinton pour merci, mais ça répond pas à la question. Ça répond tout à fait à la question. Établir une politique économique sérieuse sur le simple fait de sortir d'une monnaie, c'est pas sérieux. Il faut à un moment donné, non seulement effectivement changer la monnaie ou sortir de cette monnaie si elle bloque, mais proposer aussi une politique économique. Rassurez-vous. Depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on vous demande. On dit juste qu'il suffit de sortir de l'euro, c'est pas suffisant. Mais pas du tout. Quelle politique économique, industrielle proposez-vous pour la France du 21e siècle qui permet de réarmer la France afin de l'aider à affronter les défis d'aujourd'hui? Vous n'avez pas répondu à cette question. Mais si, j'ai tout à fait répondu. C'est qu'à sortant de l'euro. À partir du moment où on sort de l'Union européenne, en tant que de besoin, nous ferons prévaloir nos intérêts nationaux. Par exemple, nous imposerons. Comment vous remplissez les carnets de commandes? Nous interdirons. Comment vous orientez la politique industrielle mais on remplira les et la politique économique? Quelle direction vous donnez? Attendez, vous me laissez parler ou c'est vous qui parlez? Mais non seulement on discute. Non, on ne discute pas. Vous répondez pas à ma question. Non. Ça y est, tout le monde a compris votre question. Les carnets de commandes, on les remplit parce que tout simplement, on aura d'abord gardé les mêmes marchés et en plus de ça, notre monnaie a perdu 10%. C'est tout. Donc déjà, nous aurons une augmentation du carnet de commandes. Deuxièmement, s'agissant des délocalisations, nous pourrons les interdire puisque nous contrôlerons les mouvements de capitaux. Troisièmement, nous aurons un formidable allègement des charges et notamment des charges administratives sur l'ensemble des PME et des artisans et des commerçants en France. Voilà des éléments qui sont tout à fait fondamentaux. Par ailleurs, nous gérerons notre monnaie avec l'intérêt qui correspond à notre économie. Moi, vous me dites, on n'a pas le temps d'élaborer parce qu'on pourrait entrer dans des sujets plus techniques, mais que feront les autres? Les autres, si on vote de tous les autres, on restera dans l'Union européenne, il n'y a même plus à débattre puisque sait déjà quelle est la politique économique. Elle a été fixée par les rapports des grandes orientations de politique économique. Là, en l'occurrence, on ne parle pas des autres. C'est parce que le choix, c'est entre les autres et moi. Et les autres, eux, ne vous proposent pas de politique économique. Mais je m'en fiche des autres, moi. C'est vous qui m'intéressez. Quelle est votre proposition? Admettons, on est sorti de l'euro. Et je suis d'accord avec vous. On est d'accord sur le diagnostic que l'euro, ça ne marche pas. On est d'accord que c'est déjà fondamental. Oui, on est d'accord. C'est pour ça que je vous demande, et là, on n'aura pas le temps, malheureusement. Voilà. Parler en long et en large d'un diagnostic sur lequel on est déjà d'accord. Alors que là, ce que je vous demande, en France, il y a beaucoup d'enfants. Quel type d'éducation est-ce que nous allons leur donner? Comment est-ce que nous allons créer les emplois de demain? Vous ne pouvez pas monopoliser le micro. Je ne monopolise pas, on vous a laissé le temps de bien parler. Et là, je suis juste en train de vous dire, vous avez déconstruit, vous ne savez pas construire. Vous mentez effrontément. Je renvoie les gens réécouteront l'enregistrement si je mens. Mais oui, écoutez, vous ne me laissez pas parler. Allez-y, je vous écoute. En 2 minutes, je ne vais pas pouvoir présenter un programme que j'ai présenté en 5 heures. Donc les gens qui souhaitent voir le programme vont sur le site UPR. UPR.fr. Votre programme, c'est déconstruire. Non, mon programme, ça n'est pas déconstruire. Alors proposez. La prochaine fois, si vous venez, faites des propositions.
Dites pas juste on sort de l'euro. Alors, moi, je vais quitter le j'ai déjà- Ah bah si vous voulez quitter. Mais je n'ai pas la possibilité de parler. Vous pouvez me laisser parler. Allez-y, Vous pouvez me laisser parler. Proposez, je vous écoute. Madame Clinton vous a vraiment donné beaucoup d'argent. Oui, bien sûr. Bon, écoutez, ça vole très haut. je suis... Mais oui, vous ne me laissez pas parler. Mais allez-y, vous perdez votre temps à parler de Clinton. Parlez de vos propositions. Les propositions sont sur le site internet upr.fr d'un programme qui n'a pas changé depuis 5 ans, que les gens peuvent aller voir. Donc, les propositions essentielles, c'est d'abord de reprendre le franc. C'est une proposition fondamentale. Ça, vous l'avez dit. Deuxièmement, c'est de mettre un terme aux délocalisations. C'est une proposition... Vous l'avez dit. On est d'accord. Donc, je l'ai dit. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne d'autre qui le dit. Aucun autre le dit. Les autres, ils vous disent quoi? Vive les autres, alors. Sans les autres, il n'y aurait pas de proposition de Mais déjà, c'est radical. On a un candidat qui propose de sortir de l'Union européenne. Mais on le connaît, le candidat, il est déjà venu, il a déjà dit, on connaît ces propositions-là. Mais déjà, là, je lui ai dit après. Et jusqu'à présent, le après n'est pas venu. Mais il ne peut pas établir une politique d'éducation au niveau de la santé en si peu de temps. Je vous renvoie. Pourtant, il a le temps de dire que moi, je suis financé par Clinton. Non, mais écoutez, ça suffit. Vous êtes monsieur. Enfin, franchement, c'est pénible. C'est pas fini, monsieur. On va. Écoutez, discussion franche. Non, ça n'est pas une discussion. Vous monopolisez la parole. Vous ne représentez que vous-même. Moi, je représente 190 000 électeurs. Vous n'avez pas la courtoisie de me laisser parler. Bravo. Voilà. La réalité, c'est celle-là. Vous sortez de votre rôle de chroniqueur pour maintenant m'insulter et m'empêcher de parler. Je vous demande quoi qu'il en soit, nous avons un programme en matière d'éducation, un programme en matière de santé, un programme en matière de renationalisation et de services publics, un programme en matière de sécurité sociale, un programme en matière de réforme des institutions, un programme notamment constitutionnel avec la création, par exemple, du référendum d'initiative populaire ou, par exemple, la reconnaissance du vote blanc de plein exercice, une refondation du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de l'audiovisuel. On a un programme qui dure 5 heures. Vous imaginez bien que je n'ai pas en l'espace de 3 minutes la possibilité de le développer. Monsieur Asselineau, question que je vais vous poser, ça sera la dernière ce soir. Ça fut très agité, très intéressant en même temps. On n'a rien à envier en tout cas aux chroniqueurs et aux polémistes des grandes chaînes. Monsieur Asselineau, vous pouvez vous en rendre compte. Alors, question, oui ou non, vous êtes candidat à l'élection présidentielle? Écoutez, je vais tout faire pour l'être, mais vous m'aviez posé une question à laquelle je souhaiterais répondre. C'est une question fondamentale, surtout ici à France Maghreb 2. C'est la question du vivre ensemble. Oui. Moi, je pense, et je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, j'y reviens, nous sommes dans un mouvement politique où on attire des Français de tous les horizons, et de tous les horizons, notamment religieux, ethniques, et que ce soit des Français qui sont depuis des générations ou des Français récents. Et pourquoi on attire tout ce petit monde? Parce que les gens se reconnaissent dans notre discours qui est le discours de la grande France. La France qui rassemble ses enfants, la France souveraine, libre, indépendante, qui a un projet. Nous, notre projet, c'est que la France soit la France, et comme le disait Charles de Gaulle, nous invitons le monde entier à s'en accommoder. Nous invitons l'ensemble des peuples du monde, et en particulier les dirigeants américains, à s'accommoder du fait que la France, c'est le pays des hommes libres, et qui fera ce qu'elle entend de son avenir, notamment avec un État juste et régulateur. C'est ça qui est fondamental. À partir du moment, vous savez, où les Français verront qu'au niveau de l'État, au sommet de l'État, il y a quelqu'un de respectable, il y a quelqu'un d'honnête, il y a quelqu'un qui veut le bien de la nation et qui n'est pas là pour servir les autres et s'enrichir, d'un seul coup, vous verrez que les gens reprendront confiance et que le vivre ensemble se retrouvera tout naturellement. Les Français sont naturellement un peuple qui est habitué au vivre ensemble. Merci, monsieur François Asselineau, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, d'avoir débattu avec nous aujourd'hui, avec Ousmane Timéra et Sofiane Lakhdari. Merci à tous. Merci à Asselineau et merci à tous.